Direction possible autour du site. Là, ici, c'est un rejet court avec un épisode pluvieux, donc c'est une tâche, d'accord, en gros. Et donc, le territoire contaminé est à peine 10% de celui qu'il a été à Tchernobyl il y a 25 ans. Néanmoins, certains spots autour de certaines zones très localisées autour de ces tâches sont dans des niveaux qui sont équivalents à Tchernobyl, voire au-dessus, d'accord. Donc, il y a des niveaux très très élevés. Et c'est des zones où il n'est pas raisonnable, les zones les plus chaudes, de rester et de vivre sur le moyen terme. C'est pour ça d'ailleurs que les autorités japonaises prennent des mesures progressives d'incitation à l'évacuation de la ville d'Itate ou des villages autour, parce qu'effectivement, vivre dans ce territoire contaminé, c'est s'exposer en termes de doses et de conséquences sanitaires sur le long terme. Donc ici, juste cette vignette pour montrer que dans le travail de l'Institut, on a eu un travail intense au moment de la crise pour apporter l'ensemble des connaissances au gouvernement français et puis à travers le relais ici à l'ambassade pour la communauté française. C'est un travail qu'on continue à faire. Bruno pourra parler de ce sujet-là, notamment sur le volet suivi alimentaire, mais en termes de modélisation, on continue à essayer de reconstruire au mieux l'événement, tout ça pour évaluer les conséquences associées, y compris dans la phase d'urgence. On s'intéresse bien évidemment à tout le suivi, notamment l'impact alimentaire, mais on essaie de revenir aussi un petit peu sur le passé pour mieux comprendre comment ça s'est passé. Donc cet événement, on continue à chercher et à comprendre au mieux ce qui s'est passé. Vous voyez ici sur l'animation qui va démarrer, justement la reconstruction de la dose à petite échelle de ce qui se passe. Donc on a représenté bien évidemment la dose sur la mer, même si il y avait que les poissons concernés à cet endroit-là, donc on n'a pas fait de distinction. Et vous voyez effectivement l'évolution finalement des conséquences au voisinage du site. Et donc c'est quelque chose sur lequel on continue de travailler, notamment avec Météo France, pour reconstruire l'événement météorologique assez particulier qui a finalement marqué l'environnement de manière durable pour le Japon. Ici, juste un point, donc à partir du vol fait par la DOE et des mesures fournies, nous on a des équipes, et c'est notre spécialité, de modéliser notamment les conséquences pour l'homme, y compris sur le long terme. Donc vous voyez ici sur cette cartographie, est repris une évaluation de la dose sur un an, si quelqu'un reste à vivre sur ce territoire contaminé pendant un an et qu'on ne fait rien. Alors on considère que cette personne ne mange pas, enfin, s'il ne mange pas pendant un an, il va lui arriver 2-3 bricoles, mais là en l'occurrence, qu'il ne mange pas de nourriture contaminée. Donc on ne considère là que l'exposition dite externe, c'est-à-dire le fait qu'il vit sur quelque chose d'un territoire, un sol qui rayonne, il expose. Donc vous voyez sur cette carte la reconstruction de dose pour un an, c'est ce qui effectivement amène à des niveaux qui, j'allais dire, nécessitent de reloger ces personnes tant qu'on n'a pas une certaine reconquête du territoire. Et sur cette carte, je vous ai aussi représenté les évaluations faites par les Japonais. Donc tout ce qui est couleur en plein, ça a été évalué par notre institut, et les traits continus, d'accord, de couleur, sont les évaluations japonaises. Tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, il y a 3 grosses équipes qui travaillent sur ce sujet, et les Américains d'une part, les Japonais bien évidemment, et nous, et que globalement on a la même vue de l'accident et de ses conséquences. D'accord ? C'est-à-dire que dans un facteur moins d'un facteur 2, on a des estimations qui sont cohérentes sur les 3 équipes. Ce qui conforte finalement le sentiment, et peut-être que ça fait partie de vos questions sur quelle vue et quelle compréhension les Japonais ont de la situation. Ils ont une compréhension qui est équivalente aux 2 autres équipes qui se sont intéressées à ce sujet de manière intense, et on a des vues partagées en termes de conséquences. Donc, et c'est notamment grâce à ce genre d'évaluation que les autorités japonaises recommandent à certains villages qui se trouvent dans cette bande de s'en éloigner. Maintenant, si je passe un peu plus sur le thème Tokyo, vous voyez ici sur l'animation une reconstruction de l'ensemble de l'événement et du passage de la radioactivité dans l'air. Donc Tokyo a connu 2 épisodes d'exposition. Le premier qu'on voit là, qui a eu lieu le 15 mars, par temps sec, et donc qui n'a pas marqué l'environnement du tout, compte tenu du fait qu'il y a eu très très peu de dépôts qu'il ne pleuvait pas. Et le deuxième épisode qui a eu lieu fin du 20 et 21-22 surtout, là ce que vous voyez maintenant, qui correspondait en fait à une masse de radioactivité contenue dans l'air qui était sur le Pacifique, qui s'est chargée en eau, au-dessus du Pacifique, et qui est revenue sur les terres,
et qui, pour peut-être vous vous en souvenez, 20, 21, 22 et 23, ça a été un épisode pluvieux intense sur Tokyo, avec des pluies abondantes quasi toute la journée et toute la nuit. Et donc là, à contrario par rapport au premier épisode, cet événement a marqué l'environnement dans toute la zone autour de Tokyo, c'est-à-dire que la radioactivité a augmenté dans la ville de manière consécutive à cette présence de radioactivité dans l'air et de pluie, qui les a précipités au sol. Et si l'on regarde, peut-être que vous avez suivi la balise que l'on a installée sur le toit de l'ambassade, la radioactivité est montée de manière assez importante par rapport au niveau qu'il y avait précédemment à Tokyo, et que globalement, cet épisode a fait monter la radioactivité dans la ville de Tokyo en gros d'un facteur 2 à 3 par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors, en termes de conséquences, j'allais dire, vous voyez sur ces différentes vignettes les estimations que nous avions faites à l'époque de la crise. Donc c'est des calculs qu'on continue à l'heure actuelle de raffiner pour avoir une meilleure estimation sur les grandes échelles des conséquences. Mais sur la première vignette en haut, donc bon, elles sont pas très claires parce qu'elles sont petites. Elles seront mises à disposition sur le web, donc vous aurez tout le loisir de les reconsulter après. En gros, on a des niveaux de contamination qui sont de l'ordre à l'époque de l'accident, du millier de becquerel mètre carré dans la zone de Tokyo. Et si on regarde le débit de dose qui est en bas, à gauche, on voit que le débit de dose était en gros un peu inférieur à 0,1 microgray heure sur la zone de Tokyo, et c'est globalement ce que donne la station de mesure qui est ici, en termes de débit de dose. Alors, pour en terminer avec ma partie, après je laisserai mon camarade s'exprimer. Vous avez ici, j'ai reporté trois balises de mesure de la radioactivité. Donc celle de Tokyo qui est sur le toit de ce bâtiment. Donc on voit l'épisode de contamination qui a eu lieu dans la période du 21-22, donc avec le pic qui monte très nettement. Et puis la décroissance normale que l'on trouve, d'accord, avec une stabilisation. Alors les chiffres sont écrits petits, je vais vous les commenter, mais en gros, la radioactivité à Tokyo est de l'ordre de 80 nanogray heure, c'est-à-dire 0,08 microgray heure, d'accord. Donc, globalement, elle a été multipliée par entre 2 et 3, d'accord, par rapport à avant Fukushima. Et puis je vous ai pris deux exemples. À l'aéroport d'Orly, on a une station qu'on opère, parce que l'IRSN opère un réseau de mesures sur la France complète, ça fait partie de nos obligations régaliennes. J'ai pris Orly parce que j'habite à côté. Et en fait, ce qu'on peut lire sur les chiffres, c'est que la valeur oscille dans la journée à cause de la radioactivité naturelle entre 60, donc il y en a 80 à Tokyo, là, entre 60 et 120, d'accord. Et ça varie dans la journée, notamment avec l'émission de radon, enfin d'un certain nombre de choses. Et donc ça varie entre 60 et 120. Donc en gros, vous avez une radioactivité qui est équivalente à celle de la région parisienne. Et j'ai pris un autre exemple, j'ai pris mes petits camarades de Saint-Gervais dans le massif du Mont-Blanc. Et en fait, les Hauts-Savoyards, eux, ils ont une moyenne qui est autour de 250, d'accord, avec des pics autour de 300, 320. Donc ce qu'on peut voir, c'est que, on n'a pas entendu parler d'une hécatombe ou d'un génocide particulier des Hauts-Savoyards, sinon ça se saurait. Donc tout ça pour dire que finalement, la radioactivité que vous avez dans Tokyo, d'accord, qui a été multipliée en gros par 2 ou par 3 par rapport au niveau qu'il y avait avant, reste par rapport à certains coins de France très en dessous, d'accord, de ce que vivent les gens qui vivent, je ne veux pas les stigmatiser, les Hauts-Savoyards, les Limousins, les Bretons, et donc vous avez des niveaux d'exposition qui sont en dessous de leur valeur. Néanmoins, on n'a pas de problèmes médicaux particuliers dans ces régions, d'accord. Voilà. C'est juste histoire de donner un peu une vue et un croisement des données par rapport à ce qu'on peut vivre dans certains coins de France. Je vais laisser la parole à mon petit camarade pour la suite, et puis après, je vous inviterai à poser des questions sur l'ensemble.